Mon propre jeu de clés, celui que je portais sur moi comme un talisman depuis 3 ans, refusait d'entrer. Un instant, j'ai cru à une erreur, à la fatigue du voyage qui embrumait mon esprit. Mais non, c'était bien la porte en chêne massif de mon restaurant, le Soleil d'Or, ici même, au cœur de Lyon. À travers la grande vitre, là où pendait autrefois ma chaleureuse enseigne en bois peint à la main, une lumière froide et agressive pulsait. Un logo stérile, aux couleurs criardes, illuminait la pénombre du soir. Bistrot Express, numéro 114. Mon cœur a cessé de battre. À l'intérieur, des inconnus en uniforme s'affairaient nolin, derrière un comptoir en acier inoxydable, un de ces comptoirs sans âme que l'on voit dans les aéroports. Sur une plaque chauffante, sous une lumière blafarde, reposait une version déformée, presque insultante, de mon bœuf bourguignon, la recette secrète de ma grand-mère. Le souffle coupé, j'ai reculé d'un pas, la valise glissant de ma main pour s'écraser sur le pavé. Tout ce que j'avais bâti, tout ce que j'avais aimé, venait de disparaître. Et la seule personne à qui j'avais confié mon rêve, ma meilleure amie, était au centre de ce cauchemar. Notre histoire avec Chloé avait commencé bien avant le Soleil d'Or. Nous nous étions rencontrées à l'école, deux filles que tout semblait opposer. J'étais Amélie, la rêveuse silencieuse, les mains toujours enfarinées, trouvant mon réconfort dans les livres de cuisine de ma grand-mère. Elle était Chloé, pétillante, solaire, capable de convaincre n'importe qui de n'importe quoi, avec un simple sourire. Elle me protégeait des moqueries dans la cour de récréation, et je lui préparais des gâteaux pour ses peines de cœur. Nous étions inséparables, les deux faces d'une même pièce. Le rêve d'un restaurant était le mien, mais c'est Chloé qui l'a rendu possible. Après mes études de cuisine, je passais mes journées dans des cuisines impersonnelles, de grands hôtels, apprenant la technique, mais perdant mon âme. Je ne veux pas être un soldat, lui avais-je confié un soir. Je veux être une poétesse. Je veux mon propre endroit, petit, chaleureux, où chaque plat raconte une histoire. Chloé, qui venait de terminer son école de commerce, m'a regardé avec ce mélange de pragmatisme et d'affection qui la caractérisait. Alors, faisons-le, Amélie. Toi, tu seras la poétesse en cuisine. Moi, je ferai en sorte que la poésie paie les factures. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons mis toutes nos économies, contracté un prêt que nous pensions ne jamais pouvoir rembourser, et trouvé ce petit local abandonné dans une ruelle du Vieux-Lyon. Pendant des mois, nous avons travaillé jour et nuit. Je ponçais les vieilles rotables en bois, Chloé négociait avec les fournisseurs. Je créais le menu, elle créait le plan d'affaires. Le soir de l'ouverture, épuisés mais euphoriques, nous nous sommes tenus devant notre petit miracle. Le Soleil d'Or n'était pas juste un restaurant, c'était le symbole de notre amitié. Les 3 premières années furent magiques. Le bouche à oreille a fonctionné au-delà de toutes nos espérances. Les Lyonnais, puis les touristes, sont tombés amoureux de ma cuisine authentique et de l'atmosphère que Chloé avait su créer en salle. Elle était l'hôtesse parfaite, charmante, efficace, se souvenant du nom de chaque habitué. J'étais dans ma cuisine, mon sanctuaire, heureuse comme je ne l'avais jamais été. Nous étions une équipe parfaite. Je lui faisais une confiance aveugle. Elle gérait les comptes, les commandes, les salaires. Je n'ai jamais regardé un seul relevé bancaire, jamais posé une seule question. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était Chloé. Puis, le téléphone a sonné au milieu de la nuit. C'était ma sœur, en larmes. Notre mère, qui vivait seule dans notre petit village natal, en Bretagne, avait fait une mauvaise chute, une fracture de la hanche. L'opération s'était bien passée, mais la convalescence s'annonçait longue et compliquée. Il fallait que quelqu'un soit là pour elle, au moins pour quelques mois. La décision fut un déchirement. Quitter ma cuisine, mon restaurant, même pour un temps, me paraissait impossible. C'est Chloé qui m'a rassurée. Vas-y, Amélie, ta mère a besoin de toi. C'est la seule chose qui compte. Ne t'inquiète pour rien ici, je vais tout gérer. Le restaurant est entre de bonnes mains. Pour que tout soit simple, elle m'a suggéré de signer une procuration générale. Juste une formalité, m'a-t-elle dit en souriant, pour que je puisse signer les chèques et gérer les urgences sans te déranger. J'ai signé sans même lire le document jusqu'au bout. C'était une preuve de mon amitié, un acte de foi. Les 2 premiers mois en Bretagne furent difficiles,
Un tourbillon de visites à l'hôpital, de soins à domicile et de nuits blanches. Je téléphonais à Chloé chaque semaine. Elle me brossait un tableau rassurant. Tout va bien, me disait-elle. C'est un peu calme en ce moment, la saison est creuse, mais on s'en sort. Ne t'en fais pas, concentre-toi sur ta mère. Ces paroles étaient un baume sur mon anxiété. Je l'imaginais tenant le fort, notre fort, avec courage. Puis, un soir, elle m'a parlé d'une voix un peu plus grave. Écoute, Amélie, il y a quelques factures imprévues. Le grand réfrigérateur a lâché, il a fallu le remplacer. Rien de grave, mais les comptes sont un peu justes. J'ai eu une idée, ne t'inquiète pas. C'est pour nous aider à passer ce cap difficile. Je lui ai demandé des détails, mais elle est restée vague. Fais-moi confiance, a-t-elle simplement dit. C'est mon domaine, souviens-toi. J'ai fait confiance, aveuglément. Un mois plus tard, ma mère était enfin sur pied, capable de se débrouiller seule. J'ai réservé mon billet de train pour Lyon, le cœur léger, impatient de retrouver ma cuisine, mon équipe, ma vie. J'ai voulu faire une surprise à Chloé. Je ne lui ai pas dit le jour exact de mon retour. Je m'imaginais entrant dans le restaurant en plein service du soir, la voyant lever les yeux, son visage s'illuminant de surprise et de joie. Je m'imaginais nos retrouvailles, les larmes, les rires, la fierté de voir comment elle avait si bien géré notre rêve en mon absence. La réalité fut une porte close et un logo de fast-food clignotant dans la nuit. Debout sur le trottoir, tremblante de froid et de choc, j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé son numéro. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix faussement enjouée. « Amélie, comment ça va? Ta mère va mieux ?» Chloé, ai-je réussi à articuler, ma voix n'étant qu'un murmure étranglé. Qu'est-ce qui se passe? Je suis devant le restaurant. Il y a eu un silence. Pas un silence de surprise. Un silence froid, calculé. Puis elle a soupiré, un soupir de comédienne se préparant à jouer une scène difficile. Ah, tu es rentrée plus tôt que prévu. Écoute, il faut que je t'explique. C'est compliqué. On ne pouvait plus continuer comme ça, Amélie. J'ai dû prendre une décision difficile pour nous sauver. Nous sauver de quoi, Chloé? De quoi tu parles? De la faillite, a-t-elle lancé, le mot claquant comme un fouet. Le restaurant était en train de couler. Les dettes s'accumulaient. Tu n'étais pas là pour voir la catastrophe, mais nous étions au bord du gouffre. J'ai trouvé une solution, la seule possible. La chaîne Bistro Express cherchait à s'implanter dans le quartier. Ils ont racheté notre fonds de commerce. Ils ont épongé nos dettes. J'ai sauvé ce que j'ai pu, Amélie. J'ai évité que nous perdions tout. Je n'entendais plus ces mots. J'entendais seulement le mensonge. Un mensonge si énorme, si monstrueux, qu'il semblait aspirer tout l'air autour de moi. Au bord du gouffre, nous avions des réservations pour des mois à l'avance. Nos bilans avaient toujours été excellents. Les dettes, ai-je demandé, sentant une colère glaciale commencer à remplacer le choc. Quelle dette? Elle a hésité une fraction de seconde, peu importe. C'est de l'histoire ancienne. L'important, c'est que j'ai réussi à négocier un petit quelque chose pour nous. On s'en sort sans rien devoir. On peut tourner la page. Tourner la page? Ai-je crié dans le téléphone, attirant le regard d'un couple de passants. Tu as vendu notre rêve, notre histoire, l'héritage de ma grand-mère, à une chaîne de sandwich, et tu me demandes de tourner la page? Sa voix a changé, perdant sa douceur feinte pour une dureté tranchante. Fais attention à ce que tu dis, Amélie. J'ai passé des nuits blanches à essayer de réparer tes erreurs de gestion pendant que tu te la coulais, douce en Bretagne. Tu devrais peut-être me remercier d'avoir sauvé tes fesses. J'ai les papiers pour le prouver. Tout est légal. Tout a été fait dans les règles. Et sur ces mots, elle a la raccroché. Je suis restée là, le téléphone à l'oreille, écoutant la tonalité morte. Le vent frais de la nuit lyonnaise me glaçait les os, mais à l'intérieur, un incendie venait de s'allumer. Un incendie alimenté par 3 ans de confiance aveugle et un seul instant de trahison absolue. Elle avait peut-être les papiers. Elle avait peut-être la loi de son côté. Mais je connaissais la vérité. Et je savais, à cet instant précis, que je ne tournerais jamais la page. La guerre ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent furent un long tunnel de brouillard et de silence. J'avais trouvé refuge dans un petit appartement de location, à peine meublé, où les murs blancs semblaient absorber tous les sons, toutes les couleurs, toute ma vie. Je passais mes heures assise sur le bord du lit,
le téléphone de Chloé encore vibrant dans ma mémoire. Chaque mot, chaque intonation calculée tournait en boucle dans mon esprit. Ces mensonges étaient comme des éclats de verre sous ma peau, une douleur sourde et constante. Le soleil d'or, mon soleil d'or, n'était plus qu'un fantôme de l'autre côté de la ville. Je me sentais vide, stupide d'avoir été si naïve, d'avoir offert mon âme sur un plateau d'argent à celle que je considérais comme ma sœur. La tentation de tout abandonner, de fuir Lyon et de ne jamais regarder en arrière était immense. À quoi bon se battre? Elle l'avait dit elle-même, tout était légal. Elle avait les papiers. J'imaginais déjà les avocats, les procédures interminables, l'argent que je n'avais pas. Elle avait tout planifié, tandis que je berçais ma mère en Bretagne, ignorant le couteau qui s'enfonçait dans mon dos. J'étais seule, et elle m'avait tout pris. C'est au 4e jour, alors que je sombrais dans une léthargie résignée, que mon téléphone a sonné. Je n'avais pas la force de répondre. Mais l'appel a persisté, encore et encore. Finalement, j'ai décroché d'un geste las. Allô, Amélie? C'est Antoine. La voix était douce, familière. C'était mon maître d'hôtel, Antoine, un homme d'une 50aine d'années, discret et d'une loyauté sans faille, qui travaillait avec nous depuis le premier jour. Dieu merci, je vous trouve enfin. Je m'inquiétais tellement. Est-ce que ça va? Non, Antoine, ça ne va pas, ai-je répondu, et pour la première fois, ma voix s'est brisée en un sanglot. Je sais, j'ai tout vu. J'étais là quand ils ont changé l'enseigne. Je n'ai tenu qu'une seule journée, Amélie, une seule. Je ne pouvais pas. L'ambiance, les plats surgelés qu'ils osent servir, et la façon dont Chloé parlait de vous. Elle racontait à tout le monde que vous aviez fait une dépression, que vous aviez abandonné le navire et qu'elle avait dû sauver les meubles. Personne de l'ancienne équipe n'y a cru. Nous avons tous démissionné. Ces mots ont été comme une décharge électrique. Tous, tous, a-t-il répété, de la plonge jusqu'à Sophie, notre sommelière. Et les clients? Ils sont perdus. Ils entrent, voient ce désastre et repartent. Certains ont demandé après vous. Ils sont furieux. Ce n'est pas le soleil d'or, nous disent-ils. C'est une imposture. Je n'étais plus seule. Une petite flamme, fragile mais tenace, s'est rallumée dans ma poitrine. Amélie, il faut qu'on se voie, a poursuivi Antoine. Pas au téléphone. Retrouvez-moi demain, à 10h, au Café des Arts. Sophie sera là aussi, s'il vous plaît. Le lendemain matin, pour la première fois depuis mon retour, je me suis habillée et maquillée. En entrant dans le petit café, je les ai vus, assis à une table au fond. Antoine, avec son air paternel, et Sophie, la jeune sommelière à l'esprit aussi vif que son palais. En me voyant, ils se sont levés. Il n'y a pas eu de questions inutiles, juste une étreinte sincère de la part d'Antoine, qui en disait long. Nous nous sommes assis, et pendant 1 heure, ils m'ont tout raconté. Les réunions secrètes de Chloé, avec des gens en costume pendant mon absence. Les nouveaux fournisseurs de produits bas de gamme qu'elle avait commencé à imposer. Les livres de comptes qu'elle gardait jalousement sous clé. Elle a commencé à manipuler les chiffres bien avant votre départ, a dit Sophie, les sourcils froncés. Je me souviens de factures de vin étrangement élevées pour des bouteilles que nous n'avions jamais reçues. Quand je lui ai posé la question, elle a parlé d'erreurs administratives et m'a gentiment demandé de ne plus m'en mêler. J'aurais dû vous appeler, Amélie. Je m'en veux tellement. Tu ne pouvais pas savoir, Sophie. Je n'ai rien vu moi-même, ai-je répondu. La culpabilité était inutile. Ce qu'il nous fallait, c'était des preuves. Mais comment? Elle avait tout verrouillé. En rentrant, l'esprit en ébullition, une image m'est revenue. Une vieille boîte à chaussures d'hôte numérique, un dossier sur mon cloud personnel que j'avais intitulé « Souvenir du soleil d'or ». J'y avais sauvegardé tous les documents des tout débuts, les premiers croquis du logo, les photos des travaux et les papiers de la création de l'entreprise. Des documents que je n'avais pas ouverts depuis 3 ans. Le cœur battant, j'ai allumé mon ordinateur portable. J'ai trouvé le dossier. Et là, parmi les vieux fichiers, il y avait un document que j'avais complètement oublié. L'enregistrement de marque auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle. À l'époque, sur un coup de tête, en hommage à ma grand-mère Hélène, j'avais non seulement déposé le nom « Le Soleil d'Or », mais aussi,
pour quelques euros de plus, les appellations précises de mes 3 plats signature, comme une blague, une fantaisie de jeune chef. Je lisais les lignes sur l'écran, incrédule. Bœuf bourguignon de grand-mère Hélène, tarte tatin d'Amélie, et soufflé au grand marnier du Soleil d'Or. Ces noms et les recettes qui y étaient associées étaient ma propriété intellectuelle personnelle, enregistrée à mon nom, Amélie Dubois, et non au nom de la société. Chloé, dans sa précipitation et son arrogance, avait vendu le fonds de commerce, les murs, le matériel, mais elle n'avait pas vendu mon âme. Elle n'avait pas vendu l'héritage de ma grand-mère. Le désespoir s'est évaporé, remplacé par une détermination froide comme l'acier. Une longue et coûteuse bataille juridique? Non. Ma vengeance serait plus rapide, plus publique et bien plus savoureuse. J'ai rappelé Antoine et Sophie. Je leur ai exposé mon idée. Le silence au bout du fil a été suivi par un éclat de rire de Sophie. Amélie, vous êtes un génie diabolique, a-t-elle dit. Le plan était audacieux, presque insensé. Nous allions créer un nouveau restaurant, un vrai Soleil d'Or. Mais pour cela, il nous fallait de l'argent. 3 jours plus tard, nous avons lancé une campagne de financement participatif sur Internet. La vidéo était simple. C'était moi, dans une cuisine prêtée par un ami, le visage grave mais déterminé. Je ne parlais pas avec colère, mais avec passion. Je racontais l'histoire de ma grand-mère Hélène, la naissance de notre petit bistrot, la communauté que nous avions créée. Puis, sans nommer Chloé, je parlais de la perte, de ce rêve confisqué. Je terminais en annonçant mon projet: faire renaître le Soleil d'Or avec la même équipe, la même âme et surtout les mêmes plats authentiques. Je demandais à la communauté lyonnaise, à tous ceux qui avaient un jour aimé notre restaurant, de m'aider à reconstruire. La réponse a été foudroyante. En 24 heures, nous avions atteint notre objectif. En 48 heures, nous l'avions doublé. Les messages de soutien affluaient par centaines. Les journaux locaux se sont emparés de l'histoire. La jeune chef trahie qui se bat contre un géant de la restauration rapide. Notre combat était devenu celui de David contre Goliath. Pendant que l'argent continuait d'affluer, Antoine, qui arpentait la ville jour et nuit, m'a appelé, la voix vibrante d'excitation. Amélie, je l'ai trouvé, l'endroit parfait. Vous n'allez pas le croire. Il m'a donné une adresse. C'était dans la même ruelle. Un petit local, fermé depuis des années, poussiéreux et abandonné, juste en face. Juste en face du bistrot express numéro 114. Le soir même, nous étions là, Antoine, Sophie et moi, devant la façade décrépite de notre futur quartier général. De l'autre côté de la rue, le logo criard de l'imposteur illuminait la nuit. Je pouvais voir les silhouettes des employés bouger à l'intérieur, la solitude de la salle à moitié vide. J'ai regardé le local abandonné, puis le restaurant volé. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Chloé pensait avoir gagné la guerre en occupant mon territoire. Elle n'avait pas compris. Je n'allais pas reprendre mon ancien château. J'allais en construire un nouveau, juste sous ses fenêtres, pour qu'elle puisse assister chaque jour à sa chute et à mon triomphe. La bataille de la ruelle du Soleil d'Or allait commencer. Les 2 mois qui suivirent furent un tourbillon de poussière, de peinture fraîche et d'espoir. La renaissance du Soleil d'Or devint l'affaire de tout le quartier. La nouvelle de notre projet s'était répandue comme une traînée de poudre. Un matin, un électricien à la retraite, un de nos plus anciens clients, s'est présenté sur le chantier. « Je ne peux pas vous laisser vous débrouiller seul avec ces vieux câbles, Amélie, » a-t-il dit avec un clin d'œil. Sa femme nous apportait des croissants tous les matins. Une jeune décoratrice d'intérieur, qui avait autrefois célébré ses fiançailles dans notre restaurant, a dessiné gratuitement les plans de la nouvelle salle, créant un espace encore plus chaleureux et intime que le précédent. Toute l'ancienne équipe était là, les manches retroussées, peignant les murs, ponçant le parquet, animée par une énergie féroce et joyeuse. C'était plus qu'une rénovation, c'était un acte de résistance collective. Chaque coup de pinceau était une réponse à la trahison, chaque planche posée était une fondation pour notre avenir. De l'autre côté de la rue, nous observions le lent déclin du bistrot express. L'enseigne numéro 114 clignotait au-dessus d'une salle désespérément vide. Nous voyions Chloé, le visage de plus en plus tendu,
arpenter l'espace désert. Parfois, nos regards se croisaient à travers la rue. Dans le sien, je ne voyais plus d'arrogance, mais un mélange d'incrédulité et de fureur contenue. Elle ne comprenait pas. Elle pensait que l'argent et un contrat bien ficelé suffisaient pour gagner. Elle n'avait jamais compris que la véritable valeur du Soleil d'Or n'était pas dans ses murs, mais dans son cœur. Le soir de l'ouverture de notre nouveau restaurant, que nous avions baptisé l'Authentique Soleil d'Or, la ruelle était noire de monde. La foule se pressait sur le trottoir, applaudissant à notre arrivée. Les journalistes locaux, qui avaient suivi l'affaire avec passion, tendaient là que leur micro. C'était irréel. Entrer dans notre restaurant ce soir-là, c'était comme rentrer à la maison après un long et terrible exil. L'odeur du pain chaud, le son des verres qui trinquent, les visages souriants de nos amis et de nos clients. J'ai dû m'appuyer sur le bras d'Antoine pour ne pas fondre en larmes. La soirée fut un triomphe. En cuisine, l'équipe travaillait en parfaite harmonie, comme si nous ne nous étions jamais quittés. En salle, Sophie faisait danser les bouteilles de Valion de vin, son sourire illuminant la pièce. Le plat le plus commandé, bien sûr, était le bœuf bourguignon de grand-mère Hélène. Chaque assiette qui quittait ma cuisine était une victoire. Le lendemain, j'ai fait installer une magnifique ardoise peinte à la main sur notre vitrine. En lettres d'or, on pouvait y lire « Ici, le seul et unique bœuf bourguignon de grand-mère Hélène ». C'était une déclaration de guerre, mais une déclaration faite avec élégance. L'impact fut immédiat. Les quelques touristes égarés qui entraient encore au bistrot express lisaient notre ardoise, hésitaient, puis traversaient la rue pour venir chez nous. La chute fut rapide, presque clinique. Le bistrot express a tenté de riposter avec des promotions agressives, des menus à prix cassés. Mais personne ne voulait d'un bourguignon industriel à moitié prix quand il pouvait avoir l'original, préparé avec amour, de l'autre côté de la rue. Moins de 3 mois après notre ouverture, j'ai vu un camion de déménagement se garer devant leur porte. Des hommes ont commencé à démonter le comptoir en acier, à décrocher l'enseigne criarde. Le soir même, le local était vide, sombre, une coquille creuse qui portait encore les cicatrices de notre combat. Sophie m'a raconté la suite quelques semaines plus tard. Elle l'avait appris par un de leurs anciens fournisseurs. La chaîne de restauration rapide, furieuse d'avoir investi une somme considérable dans une opération si désastreuse, avait attaqué Chloé en justice. Il l'accusait de fraude, de leur avoir caché des informations cruciales sur la valeur de la marque, notamment sur les droits intellectuels de mes recettes. Sa cupidité s'était retournée contre elle. Elle, qui pensait avoir tout calculé, était prise à son propre piège. Je n'ai ressenti aucune joie en apprenant cela. Juste une immense et profonde lassitude. Son histoire était terminée. La mienne pouvait enfin continuer. 1 an a passé. L'Authentique Soleil d'Or est devenu une institution à Lyon. Il est plus populaire, plus vivant et plus rentable que son prédécesseur ne l'a jamais été. Je ne suis plus seule en cuisine. J'ai pris sous mon aile 2 jeunes apprentis prometteurs. Antoine est désormais mon associé, un vrai. Nous prenons toutes les décisions ensemble, les yeux rivés sur les mêmes livres de comptes, transparents et honnêtes. Ce soir, le restaurant bourdonne de vie. Les rires fusent, les conversations s'entremêlent avec le son de la musique douce. Je fais une pause et regarde la salle depuis le passe-plat de ma cuisine. Je vois Antoine discuter avec des habitués. Je vois Sophie recommander un vin avec la passion qui l'anime. Je vois les visages heureux des clients savourant chaque bouchée. La trahison de Chloé a été la pire épreuve de ma vie. Elle a failli tout détruire. Mais dans les cendres de mon ancien rêve, j'ai trouvé la force de construire quelque chose de bien plus précieux. Je n'ai pas seulement récupéré un restaurant. J'ai compris la valeur de la vraie loyauté. J'ai découvert une communauté prête à se battre pour moi. J'ai appris à me faire confiance, non seulement en tant que chef, mais aussi en tant que femme d'affaires. Chloé m'avait volé un bien matériel, mais elle m'avait rendu, sans le vouloir, un cadeau inestimable, la preuve que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. Elle avait voulu s'emparer de mon soleil, mais elle n'avait pas compris qu'un vrai soleil ne peut être ni possédé, ni éteint. Il se contente de renaître, chaque jour, encore plus brillant. Et mon soleil d'or, le vrai, n'avait jamais autant brillé.